Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Passion Immo. Alors il fait un peu gris dehors, voilà, on voit que l'automne s'installe, c'est le moment peut-être de s'installer confortablement, d'écouter cet épisode, peut-être au volant de votre voiture, peut-être tranquillement le soir pour décompresser. Alors on va poursuivre en fait aujourd'hui un petit peu un cycle. De façon un peu pompeuse de présenter les choses, un cycle. C'est-à-dire que depuis que j'ai créé ce podcast, j'aime bien donner la parole à des entrepreneurs, en fait, des entrepreneurs de l'immobilier. Au premier épisode, c'était Cécile Ebrard. Alors, Cécile Ebrard, elle venait de créer son agence immobilière après une reconversion professionnelle. Elle revenait sur tout ça, elle expliquait les difficultés et puis aussi les réussites qu'elle a connues à travers cette création d'entreprise. Ensuite, nous avions partagé un temps avec Marie Etchari qui, au sortir d'une formation, était devenu agent commercial en immobilier, mais avec une particularité, c'est que la crise sanitaire est arrivée en plein moment du démarrage de son activité. Et là encore, elle expliquait comment ça s'était passé, comment elle avait surmonté cette épreuve. Ensuite, nous avions eu un temps avec Justine Darget, qui est une jeune créatrice d'entreprise, puisque avant 30 ans, une de ses ambitions, c'était de créer son agence immobilière, ce qu'elle a fait dans la Nièvre. Là encore, elle revenait sur tout ceci, sur ce parcours entrepreneurial. Et là, je vais donner la parole à Virginie Fayos, qui est, alors elle, aussi une entrepreneure, puisque l'année dernière, elle a terminé une formation qu'on appelle CQP en immobilier, enfin plus particulièrement le CQP qui forme des agents commerciaux en immobilier, qui est une formation, alors pour la décrire très rapidement, c'est une formation de plusieurs mois qui correspond bien en fait à des personnes qui souhaitent embrasser la profession de la vente, de la transaction immobilière, sans y passer 2 ans comme c'est le cas d'un BTS, sans y passer 3 ans comme c'est le cas par exemple d'un bachelor ou d'une licence. Donc des formations plutôt courtes, mais pas non plus des formations d'1 semaine ou 2, où on va juste entrevoir les choses, voire les survoler. Non, là il s'agit de choses beaucoup plus sérieuses, on va prendre le temps de les développer, de former des personnes qui vont être directement opérationnelles. Donc Virginie va nous expliquer un petit peu son parcours. Voilà, elle a tout juste une petite quarantaine, un parcours qui, vous allez le voir, est très intéressant, une reconversion professionnelle, et puis une entrée dans le métier à travers une expérience dans une agence immobilière qui, on va le voir, ne s'est pas tout à fait passée comme elle le souhaitait. Alors j'ai aucun doute sur la capacité qu'aura Virginie à rebondir. Moi je l'ai rencontrée au cours d'une formation dans laquelle j'intervenais sur la dimension juridique et fiscale, comme j'ai l'habitude de le faire en immobilier. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, sérieux et tout. Donc expérience pas hyper positive. Mais ce qui est très intéressant avec elle, c'est qu'elle va prendre appui sur tout ça pour en tirer des enseignements, pour alors là, clairement rebondir et analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été dans cette première expérience, pour, et là j'en suis absolument persuadé, repartir sur quelque chose qui va concrétiser son ambition de travailler en immobilier. Et c'est ça qu'on va écouter. Le podcast est assez long, je vous préviens à l'avance, mais vous pouvez après tout l'écouter en plusieurs fois. J'ai hésité éventuellement à le couper, mais non. J'ai souhaité conserver l'intégralité de l'interview avec Virginie, parce qu'elle va assez dans le détail, et en fait on comprend progressivement
comment, de cet enthousiasme qu'elle a su développer pour intégrer une agence, il y a une forme de déception qui s'est installée, une prise de conscience aussi que sans aucun doute cette agence n'était pas faite pour elle, et elle va nous expliquer ce mécanisme progressif qui s'est installé. C'est ça qui va être intéressant. Et puis évidemment, à la fin, on fera un peu le bilan de tout ça et elle nous expliquera ce qui ont été ses erreurs, au contraire ses réussites et comment elle va aborder la suite. Donc quelque chose qui peut être extrêmement instructif pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent démarrer une carrière en immobilier, qui se posent des questions sur la manière de le faire, les risques qu'il y a, parce qu'il y a clairement des risques comme toute activité de ce type, les écueils peut-être à éviter, les questions aussi à se poser. Hein, on va pas mal discuter sur cet aspect avec Virginie, les questions fondamentales sur lesquelles il faut s'interroger avant de se lancer, et puis peut-être dans le choix d'une entreprise, parce qu'après tout, quelqu'un qui veut devenir agent commercial va signer un contrat avec une agence immobilière. L'agence immobilière va choisir, bien sûr, ce collaborateur. J'ai envie de dire que c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, on a un collaborateur qui va choisir une agence. Et donc, on peut avoir des exigences. Voilà. Eh bien, on va revenir sur tout ça. Je vous souhaite une excellente écoute. Et nous accueillons maintenant Virginie Fayos, qui va nous parler de son expérience. Bonjour Virginie. Bonjour Eric. Très bien. Alors, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de mon podcast pour qu'on ait un échange sur ton expérience professionnelle, etc. Merci de m'accueillir. Voilà, déjà, merci. Je t'en prie. Alors, je vais commencer par la question traditionnelle, toute simple, de te présenter. Voilà. Eh bien, donc moi, j'ai 41 ans. J'ai commencé par ma carrière dans la vente commerce. J'ai voulu évoluer donc après une vingtaine d'années d'expérience dans le magasin. Et j'ai suivi plusieurs formations au sein de la CCI qui m'ont permis vraiment d'évoluer extrêmement rapidement donc dans tout ce qui est approche de la vente. Et suite donc à ma dernière formation d'attaché commercial, j'ai été recrutée pour être constructeur en maison individuelle. Voilà, alors donc, suite à on va essayer juste de dater un peu pour qu'on se repère en fait dans ta chronologie professionnelle. Tu as travaillé dans la vente pendant combien de temps ? Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, voilà. Et donc tu arrives à un moment où tu suis une formation et là tu travailles en fait avec un constructeur. Ça, c'était en quelle année ? Alors, c'était en 2018. Donc j'ai commencé par asseoir en fait ma première expérience de vente commerce parce que j'aime bien échelonner de manière assez précise, pas sauter des étapes pour être sûr de rien louper et être performante par la suite. Donc j'ai commencé par la formation vendeur conseiller commercial donc en magasin, où j'ai appréhendé beaucoup de choses par rapport à la disposition donc des articles, des rayons en magasin, la zone chaude, la zone froide pour bien cerner en fait la logique de vente donc concernant les clients. Et ensuite donc j'ai enchaîné avec bac plus 2 attaché commercial où j'ai vraiment appréhendé tout ce qui était marketing et développement donc de l'image de l'entreprise. Voilà. Et puis fidéliser, se réinventer, être créatif et fidéliser aussi les clients et aller chercher de nouveaux clients. D'accord. Et donc suite à cette formation, il y avait donc des recruteurs professionnels dans le jury. Et moi, mon jury donc faisait partie donc de constructeurs maison individuelle et c'est là où j'ai été recrutée sur le champ. Et donc là, on a, si j'ai bien suivi, tu as cette activité pendant 2 ans à peu près.
on va dire Même pendant pas. un an. Pendant un an, parce que malheureusement, le confinement est venu un petit peu briser tout ça. Donc, j'ai suivi donc une formation de 3 jours à Paris de vendeur efficace spécialisé dans la construction de maisons individuelles pour savoir se différencier, sachant que le marché étant extrêmement tendu, avec beaucoup de concurrence, il fallait quand même apporter une certaine différence pour pouvoir remporter le marché. Et ce qui a été vraiment efficace, puisque à mon premier mois en fait d'activité, j'ai enregistré ma première commande et ça s'est suivi donc à l'occurrence d'une commande par mois jusqu'à la fin de mon contrat chez eux. Suite au confinement qui a un petit peu enrayé tout ça. Ouais. Donc une expérience plutôt très satisfaisante en fait. Et très satisfaisante, très plaisante, vraiment enrichissante. J'ai pu appréhender tout ce qui était la construction, les matériaux, comment décrypter un PLU, et puis donc toutes des choses qui peuvent me servir plus tard. Ouais. Voilà. Donc c'était finalement ta première mise en contact de l'immobilier, ou il y en avait déjà eu au préalable? Non, aucune. Après, c'est aussi l'expérience personnelle, puisque moi je suis propriétaire encore donc d'une ferme donc à rénover, que j'ai rénové pendant 20 ans, hein, donc j'étais un petit peu autodidacte, et forcément en tant que constructeur, beaucoup de choses me parlaient plus facilement puisque j'avais déjà une approche personnelle sur le sujet. D'accord. Est-ce que, alors là, voilà une question par rapport justement à cet immobilier, quand on en a, c'est pour la première fois qu'on est immergé dans cet univers, est-ce qu'on y éprouve des difficultés? Est-ce que techniquement, on se sent submergé par des connaissances qu'il faut acquérir, ou est-ce que non, ça se fait plutôt naturellement? Alors, tu parles dans le terme de la construction ou dans la construction. Pour la construction, par exemple. Ouais. Oui, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, puisqu'on est responsable en fait, nous en tant que technico-commercial, chargé de projet, on est responsable aussi bien de l'analyse de sol, et de la construction. C'est-à-dire que si on a mal fait notre travail et on n'a pas suffisamment prévenu le fait que peut-être un sol était pas adapté par rapport à la construction, ça peut nous retomber dessus. Donc on a tout cet aspect aussi bien juridique, assurance, même connaissance financière, parce qu'il faut quand même être sûr que les acquéreurs ils ont de quoi donc pouvoir se payer de leur projet. Donc on a tout un tas de lois à appréhender, à savoir, et toute la technicité ensuite de la construction en elle-même, puisqu'il faut quand même qu'on sache comment dessiner la maison avec les points de force, de maintien et tout ce qui est technique de construction. Donc oui, c'est très compliqué, mais on y arrive. Alors justement, comment t'y es arrivé? Avec beaucoup de travail, 80 heures par semaine. Ouais. Puisque donc moi j'avais triple difficulté. La première, c'est que je devais apprendre ce métier extrêmement complexe, mais très enrichissant. Franchement, c'est un métier que j'ai adoré. La deuxième, c'est que je devais développer tout mon secteur, enfin un nouveau secteur qui était vierge, puisque c'est un secteur qui n'a pas été développé par l'entreprise, puisqu'il s'était plus concentré à un secteur un peu plus vivant. Et donc j'ai dû faire ça en parallèle, et puis donc la troisième, c'est vraiment apprendre tout ce qui était le closing des mandats, comment se différencier, mettre en pratique tout ce que j'avais appris en matière d'approche de vente, et de rassurer vraiment les clients pour qu'ils puissent signer avec moi et combattre, parce que on a toujours des petits malins qui essayent de baisser les prix pour attirer de nouveau les clients chez eux, et nous on n'était pas les moins chers, mais par contre on avait un process qui était assez méconnu et révolutionnaire, et c'est vrai que ça me permettait, j'avais trouvé ce point fort pour pouvoir me défendre et mettre en avant toutes les qualités de ce process-là et du sérieux de l'entreprise. D'accord. Alors, je te connais pas bien, mais je t'imagine, compte tenu qu'après, j'ai fait ta connaissance dans une
formation, on va y arriver. Je t'imagine quand même ne pas avoir rechigné à passer du temps, éventuellement le soir, le week-end, pour approfondir des points qui étaient peut-être des points faibles pour toi. Ça a été le cas ou pas du tout? Si, bien entendu, c'est beaucoup d'investissement personnel. De toute façon, quand on commence un nouveau métier et qu'on a envie d'y arriver, il faut toujours mettre beaucoup d'investissement personnel. Il faut malheureusement mettre un peu de côté sa vie privée pour arriver au plus vite au résultat. Après, ça, c'est un état d'esprit, mais en tout cas, ça paye. Puisque oui, effectivement, moi j'ai mes rendez-vous bien entendu pour voir les clients, ils sont tous au travail, donc je devais assurer donc mes journées de permanence pour accueillir le client au bureau et aussi donc assurer donc les rendez-vous le soir après 18h, après 20h parce qu'il faut mettre les enfants au lit et les rendez-vous durent en moyenne entre 3 et 4 heures pour dessiner la maison, pour se mettre d'accord sur tous les matériaux choisis, pour expliquer un petit peu voilà le pourquoi du comment qu'on peut pas toujours faire comme les clients veulent parce que on a des lois, on a des règles qu'il faut suivre. Donc et oui, c'était très souvent, de toute façon tous mes week-ends étaient le samedi généralement, j'avais des rendez-vous clientèle et le dimanche, je rattrapais un petit peu mon retard à dessiner des maisons sur le logiciel depuis chez moi. Toute la journée et ça prend énormément de temps quand on veut vraiment, quand on cerne, parce qu'il faut cerner vraiment le client et l'avantage d'aller chez le client, on se rend compte un petit peu de son environnement, de ce qu'il aime, de comment il vit et on arrive mieux à retranscrire donc sur les projets et après donc une fois qu'on a dessiné le projet, on va voir les clients, on leur montre et là on passe pas mal d'heures à redessiner les cloisons en fonction et puis être très patient donc puis vraiment à l'écoute mais c'est beaucoup de travail mais des grandes satisfactions quand ce projet qui est en 2D on le voit en 3D 4D quand il sort de terre c'est juste extraordinaire et surtout la satisfaction des clients et qui nous remercient sans cesse en disant vous avez vraiment su capter nos besoins mieux que nous on aurait pu le faire donc voilà j'ai encore les clients qui me rappellent, qui m'envoient des photos, qui m'envoient voilà des joyeux Noël avec le sapin dans la maison, je trouve ça extraordinaire. Non, c'est vrai. Mais cela dit, si je veux résumer tout ça, c'est de ta part beaucoup de satisfaction, mais beaucoup de travail. Et donc en définitive, ça remet un petit peu l'idée qu'on a parfois, mais qu'on entend. Ouais, l'immobilier c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça. C'est pas facile du tout. Là, on est vraiment un acteur majeur et il faut absolument maîtriser tous les aspects du métier, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on pense, parce qu'on se dit constructeur, vous avez des constructeurs où vous avez des catalogues, et puis on a juste à faire comme les Lego, à switcher à ajouter ou switcher les pièces en fonction de. Donc voilà, c'est toujours des maisons types. Là, c'était vraiment, je partais d'une feuille blanche, je devais tout dessiner, donc c'était beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant. Mais on a énormément de responsabilités derrière, parce que si vraiment il y a un défaut de construction, ou alors parce qu'on travaillait avec le contrat de maison individuelle, donc le CCMI, où il fallait absolument que le prix des délais était fixe du départ. Il ne changeait plus après. Donc, si on n'avait pas prévu, par exemple, par rapport à l'état du terrain, qu'il y avait des roches, qu'il fallait casser la roche, donc que ça allait coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros de plus, c'était à la responsabilité forcément du conseiller, du chargé de projet. Ouais. Voilà. Alors, on en arrive à l'étape suivante. Étape suivante, une formation de négociateur en immobilier auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, c'est là que je fais ta connaissance, puisque moi, j'y interviens. Et donc, j'ai face à moi une quinzaine, je me souviens plus à peu près, mais oui, c'est ça, une quinzaine de stagiaires qui sont, pour certains d'entre eux, en reconversion professionnelle. Pourquoi ce désir de faire cette formation qui dure plusieurs mois ? Ce désir, parce que encore une fois, je suis toujours dans l'introspective de faire les choses dans l'ordre et
de pas regretter, de pas me lancer sans savoir, parce que je pense qu'on peut se tromper et surtout par le fait de méconnaissance se passer à côté du métier de sa vie. Donc en fait, quand j'avais fait ma reconversion en 2018-2019, je voulais être conseiller en immobilier au départ. Et c'est parce qu'on m'a fait cette proposition de constructeur de maisons individuelles que j'ai dit bon, allez, j'ai l'opportunité, j'y vais. Mais voilà, c'était ma première idée, c'était celle-ci, d'être conseiller en immobilier. Donc là, l'occasion s'est présentée puisque donc j'avais vu avec Pôle Emploi et ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup suivi. Ils ont été extraordinaires dans toutes les dates et tous les conseils qu'ils ont pu amener. Et puis donc ils m'ont proposé cette formation qui vraiment m'a éclairée. Et encore une fois, tant qu'on ne connaît pas le métier, on peut pas savoir toutes les responsabilités et toutes les connaissances qu'il faut avoir pour l'exercer. Alors c'est bien déjà ce que tu dis là, parce que tu es très positive à l'égard de Pôle Emploi. Je suis assez d'accord, et trop souvent on dénigre Pôle Emploi, alors que bon, il y a des occasions éventuellement de soulever des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs qui ressortent du travail de Pôle Emploi. Donc toi, tu es plutôt satisfaite ici? Ah bah Pôle Emploi, sans eux, j'aurais déjà pas fait mes 2 premières formations, et sans eux, j'aurais pas fait cette 3e formation. Et je pense que ça a été un véritable tremplin. Parce que bon, ils nous ont amenés quand même à des formations diplômantes, chose que quand on cherche des formations tout seul, c'est pas forcément des formations diplômantes qui sont reconnues au RNCP. Donc je pense que pour ça, ils ont cette faculté en plus de savoir exactement ce qui nous correspond et de nous aiguiller doucement, mais sûrement, et d'être réactif quand il faut. Alors, cette formation, elle dure plusieurs mois, puisqu'elle s'étale, si mon souvenir est exact, depuis le début décembre 2019 jusqu'à au mois de mars environ de 2020, il me semble. Voilà. Bon, si c'était à refaire, tu la referais, tu la conseillerais, et puis d'une manière générale, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans une formation de ce type, dont je rappelle l'objectif c'est de former des personnes à être négociateurs en immobilier? Et est-ce que tu as des regrets en fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'effectivement qui t'ont semblé un peu moins positives en toute objectivité? Quel recul tu as? Alors le recul que j'ai, c'est que bon, c'est une formation qui a été très très enrichissante, donc par le biais très condensé, parce que c'est vrai qu'on a survolé aussi bien la transaction que un petit peu la gestion locative, donc ça faisait partie du programme. Après, tout est très complexe, donc on a quand même beaucoup de choses à apprendre. Pareil, aussi bien en matière juridique, c'est très important, et je me serais jamais imaginé à quel point on était pareil responsable de nos dires, de nos actes, de nos conseils. Voilà, même après coup. Donc, on voit plus le métier de la même façon. On se responsabilise vraiment et on fait attention à ce qu'on dit. On essaye de mettre toutes les prudences de notre côté en se renseignant un maximum, justement pour pas faire d'impair, et surtout prendre conscience que on est responsable soit du surendettement de personnes, ou soit de la mise à la rue en fait des personnes si on fait pas comme il faut notre métier, comme là, j'ai pu voir que appréhender lors de mon travail, de mon métier, que si dans les zones tendues, si une mairie préempte le terrain et qu'on n'a pas présenté avant à la mairie, il peut y avoir donc une famille qui se retrouve dehors du jour au lendemain puisqu'elle a vendu de son côté ou rendu la location, et puis on se retrouve avec des personnes qui peuvent pas accéder à leur achat, quoi. Donc parce que la mairie a préempté. Donc voilà, ça m'a enfin, en tout cas moi, ça m'a beaucoup dégrossi sur un tas de choses, même si j'ai choisi que la transaction et pas la gestion locative qui ne m'intéressait pas. Ouais. Mais c'est toujours bien d'avoir un œil dessus, puisque
si on nous pose des questions par la suite, hein, donc si c'est un investissement locatif, on a quand même des éléments de réponse à amener. Ouais. Et donc pas de regrets, pas des choses où tu t'es dit tiens il aurait été mieux de davantage l'approfondir, ou ça m'a manqué par la suite, parce que comme tu as une expérience par la suite, qu'est-ce qui t'aurait éventuellement manqué pendant ces mois de formation? C'est toujours intéressant en fait à... Alors manquer peut-être bon bah là on était pareil hein, en semi-confinement. Tout à fait. Ouais. Donc remis dans le contexte exceptionnel, c'est vrai que tu nous avais proposé hein, d'aller faire une visite en réel de biens. Voilà, c'est ça qui nous a manqué, c'est de mettre une fois en pratique avec un formateur à nos côtés pour nous dire si ce qu'on fait, si c'est bien, c'est pas bien, comment présenter en fait le bien, comment simuler de remplir par exemple un mandat, comment simuler de poser des questions sur le bien qui est à vendre, et puis donc avoir tous les papiers en question. Voilà, c'est juste la mise en pratique, un jeu de rôle. Enfin, c'est voilà. Parce non, que, bon, mais c'est vrai que... ouais, je suis d'accord. De toute façon, on a tous été bridés pendant cette période, et effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Bon, alors la formation s'achève, et là oui, moi ce que j'ai pu, voilà, on a des stagiaires extrêmement divers hein, dans ces formations, et là je me rends compte que j'ai face à moi quelqu'un qui effectivement est plutôt très consciencieux, ce qui pour moi est pas du tout négatif, bien au contraire, dans sa curiosité, dans la manière en fait d'apprendre, et puis de vouloir mettre en pratique tout ça. J'ai face à moi quelqu'un qui a un projet professionnel qui aussi se couple avec l'idée de changer de région, puisque tu as l'idée de t'installer dans le sud de la France. Donc il y a tout ça qui est en place au moment où on échange en fait sur ce sujet. Et tu pars dans le sud, tu t'en vas dans le sud, et tu es approché, ou tu as approché en fait une agence. Donc là, on va aborder cette question-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venu en fait le contact que tu as eu avec une agence pour laquelle tu es devenu agent commercial assez rapidement? Eh bien, cette agence, je l'avais déjà sollicitée, donc justement une année auparavant, dans le but de m'installer. Le courant était très bien passé. J'avais fait que cette agence, puisque le courant étant tellement bien passé que je me suis dit ça sert à rien d'aller courir les 40 autres agences qui étaient présentes sur la place. Et quand il a fallu faire le stage pour la formation hein, de négociateur immobilier, tu l'as fait là-bas. Voilà, je l'ai ressollicité et donc il a accepté tout de suite en disant que c'était avec grand plaisir qu'il m'accueillait pour faire ce stage. Donc je me suis débrouillée pour partir un mois pour faire ce stage. Donc le stage s'étant très bien passé dans le sens où bon, après j'ai été livrée un petit peu à moi-même. J'ai pris beaucoup d'initiatives, donc en l'occurrence d'aller un petit peu à la rencontre des personnes. Ça me permettait d'appréhender le secteur. Et puis il a vu que ça avait marché assez rapidement, puisque j'ai rabattu beaucoup de monde au sein de l'agence, aussi bien pour le locatif que pour les transactions. Alors, juste pour dresser un petit peu le tableau, pour ce que je crois savoir, hein, mais si je me trompe, tu me corriges. C'est une petite agence, hein, c'est une petite structure, parce que ça a toujours son importance ici, avec assez peu de personnel, et quelqu'un qui visiblement a l'objectif dans les années à venir de laisser son activité en fait.
Complètement, voilà. Donc c'est une personne qui était pas du tout dans le monde de l'immobilier. Il a eu plusieurs entreprises qui n'ont rien à voir avec ce domaine-là. Il a voulu, parce que sur la sollicitation d'une amie proche qui avait sa carte professionnelle de transaction et de gestion, donc il a racheté cette agence qui était en déperdition pour quelques euros symboliques, on va dire. Et il a redéveloppé. Il s'est concentré beaucoup sur le portefeuille gestion. D'accord. Donc c'est une agence indépendante, c'est ça. Elle n'appartient pas à un réseau quelconque. Bon. Agence indépendante. Donc lui, il est tout seul. Il a recruté une personne en VTS gestion. Donc il souhaitait développer le côté transaction. Et comme je suis arrivée au bon moment, il était heureux de ça. Bien. Alors, suite au stage, cette fois, tu prends la décision définitivement de faire tes valises pour le sud de la France. Voilà. Et tu signes, je suppose, un contrat d'agent commercial avec l'agence. Complètement, voilà. Bien. Alors, avant qu'on aborde cette question-là, j'aimerais juste qu'on vienne sur un point rapidement, puisque aujourd'hui, le modèle économique dominant des agences immobilières, c'est plutôt de travailler avec des agents commerciaux, et que les négociateurs, au sens classique du terme avec CDI, c'est quelque chose quand même qui est très marginal aujourd'hui. Comment comment t'as vécu cette phase, où il faut en fait travailler à son compte, se déclarer? Est-ce que ça a été simple ou est-ce qu'il y a eu des difficultés? Alors, ça a été très très simple pour moi parce qu'encore une fois, grâce à cette formation, nous avons eu donc un acteur, on va dire, qui vient former de la CCI, qui aide à la création d'entreprises. Et puis nous expliquer justement tout les différentes façons d'être auto-entrepreneur, comment se déclarer, etc. Donc moi, je lui ai tout remis entre les mains et elle s'en est occupée pour une poignée de deniers, si on peut dire. Elle s'est occupée de tout et ça a été rapide, ça a été efficace. Enfin, j'ai rien eu besoin de faire si ce n'est de lui fournir les documents qu'elle m'a demandé. Donc pour ça a été très très simple. Ouais. Donc un accompagnement plutôt efficace. Quelqu'un justement qui voudrait se lancer dans l'activité, est-ce que tu penses que c'est accessible pour tout le monde, comme ça, de se déclarer et tout, ou est-ce que c'est quand même utile d'avoir des conseils et de l'accompagnement? Moi j'ai envie de dire c'est très compliqué de le faire par soi-même. Quand j'ai vu tout ce qu'il fallait remplir, je suis d'accord. Partout où il fallait déclarer et sans faire d'erreur, parce que c'est ça, parce qu'une fois qu'on a fait une erreur, c'est très compliqué de revenir en arrière. Tout à fait. Donc pour moi, ça m'a coûté, je crois, 60-70 euros. Franchement, c'est pas volé et je pense que il faut, c'est tellement important, surtout on a tellement de choses à penser dans le départ d'une activité, donc je pense qu'il faut se laisser un peu faire par des personnes qui ont l'habitude et qui sont spécialisées. Surtout en plus, on a les conseils avec et en plus la personne était extrêmement disponible. Je pouvais l'appeler ou lui envoyer des mails. Elle me répondait tout le temps. Voilà, donc non, je conseille plutôt de passer par cette voie-là. Et c'est là qu'on voit, à mon avis, l'intérêt d'une CCI, c'est-à-dire la CCI qui est dans la dimension formation et qui en plus va accompagner au niveau de la création de l'activité. Complètement. Et puis les conseils vont au-delà de ça, puisque c'est des conseils par rapport aux déclarations, aux impôts, par rapport à comment accéder au site pour se déclarer. Et puis il y a un suivi. Si on a besoin de quoi que ce soit, moi je peux ressolliciter cette personne aujourd'hui. Elle va m'offrir ce suivi avec plaisir. Voilà. D'accord. Bon. Alors, on en arrive. Maintenant, tu as signé ton contrat d'agent commercial. Alors là, on est en quoi? Avril 2021, 2020? Oui, voilà, avril 2000. Oui, c'était cette année. Oui, c'était cette année. Ouais, voilà. Tout à fait. Avril 2021. Ouais, avril 2021. Tu signes ton contrat. Alors, comment se passent les premières semaines? Bien.
les premières semaines se passent bien, donc je reprends un petit peu. Donc on m'a accueilli à bras ouverts, on m'a tout préparé, on a sorti tous les mandats de recherche, mandats de transaction, donc voilà, c'est un peu simple ou exclusif. Hein. On m'a tout bien préparé, mon petit bureau, donc j'étais vraiment. Il manquait plus que le tapis rouge, mais j'étais vraiment bien accueillie. Et puis avec beaucoup d'espoir en moi, puisqu'il m'avait dit vivement que tu viennes, que j'ai mon pilier à mes côtés, on va pouvoir développer ensemble. Et surtout, voilà, lui son objectif était, comme tu le soulignais tout à l'heure, donc de remettre, puisqu'il est à l'âge de la retraite, de remettre son entreprise à quelqu'un en interne, à quelqu'un qui était intéressé. Donc j'ai commencé voilà à faire la prise de connaissance des différents logiciels, à créer donc mon adresse mail, à m'inscrire un petit peu partout pour pouvoir travailler et puis bon je suis arrivée, j'ai commencé on va dire effectif à peu près début juin. Donc où tout le monde partait en vacances ou voilà où se posait encore la question du confinement. Et donc, j'ai pour vraiment connaître le secteur d'une manière très très forte et très efficace. Tous les matins, j'allais 3 heures, 4 heures de temps. Donc, boiter, on va dire, si je peux dire, puisque c'est pas vraiment du boitage, puisqu'il faut, la loi nous oblige, comme on a vu à la formation, nous oblige à adresser donc chaque flyer. Donc, ça prenait plus de temps, mais moi, c'était vraiment l'excuse pour aller à la rencontre des gens et pour me faire connaître, développer aussi bien donc l'image de l'agence, la mienne, notre façon de travailler qui était quand même familiale, proche des personnes, à l'écoute et puis avec nos services bien entendu s'ils avaient besoin de conseils, voilà. Ouais. Donc voilà, j'ai marché tous les matins en fait, je marchais pour aller distribuer des flyers, j'en ai distribué à peu près 4000 en 4-5 mois. Ouais, ce qui est quand même beaucoup. Donc, donc t'avais pas besoin de faire du sport le soir ou le week-end, en fait, parce que tu le faisais le matin. Hein, complètement. Voilà, c'est au moins l'avantage. Alors, par rapport à ça, j'ai une question, parce qu'en fait, c'est pas ta région d'origine, tu la connais pas nécessairement au départ aussi bien que ta région d'origine. C'est compliqué ça ou pas justement pour appréhender le marché, pour appréhender ce qu'est l'immobilier en fait dans un secteur où on n'a pas eu l'habitude de vivre? Non, c'est pas compliqué puisque de toute façon, même dans notre propre secteur, on a peut-être un réseau proche. Moi, j'ai bien vu quand j'étais constructeur. Oui, on a un réseau proche, mais après, il marche au début, mais après, il faut passer au-delà de ce réseau. Donc, même là, si j'avais pas un noyau qui était fait, le fait d'aller à la rencontre des personnes et de les recroiser régulièrement, ça constituait donc ce noyau. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir à l'agence par la suite, voilà pour m'offrir un café sur le port. Donc c'est le tout, c'est vraiment tant qu'on a le sourire, on a l'envie et puis même si on connaît pas, on a les bons conseils, qu'on s'intéresse aux personnes. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est rendre chaque personne unique. Et donc à partir du moment où on les écoute et puis qu'on a le sourire, ils se laissent approcher facilement, ils nous font confiance et ils n'hésitent pas à nous rappeler s'ils entendent des choses à gauche, à droite. Voilà. Donc non, c'est pas compliqué et en même temps j'ai appris toutes les rues. À force de marcher, toutes les rues, donc voilà. Bon, et alors oui, il y a un autre point. Alors évidemment, sans donner de chiffres précis, parce que après ça ne regarde que toi. Mais quand on est agent commercial, on gagne pas d'argent pendant un temps. Comment t'avais envisagé la chose? T'avais un petit trésor de guerre qui te permettait de voir venir? Complètement. En fait, tout ce que j'ai économisé quand j'étais constructeur, sachant que j'allais faire cette démarche en amont, j'ai tout gardé précieusement en me disant que voilà, j'aurai ces ressources pour au minimum 6 mois, voire un petit peu plus. Après, j'ai eu la chance de bénéficier donc
lors de l'ouverture de l'entreprise à l'Acre, et ça m'a permis de m'amener pendant 6 mois supplémentaires un petit revenu qui n'était pas négligeable. Donc ça m'a fait un peu la soupape, et j'ai pas tout grignoté dans mon budget, et il m'en reste encore un petit peu justement pour pouvoir continuer. Ouais, parce qu'il faut se le dire, et pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est quand même un point fondamental, parce que imaginer qu'on va se lancer comme ça et qu'on va gagner de l'argent dès le premier mois, ben ça serait un peu du fantasme quand même, et il faut quand même assurer ses arrières et puis y aller avec prudence. Oui, il faut être très prudent, et puis il faut absolument, quand on veut se lancer dans ce métier en tant qu'indépendant, hein, il faut bien mettre, moi je dirais, au moins 8 mois de salaire de côté pour être serein. Tu prêches un convaincu, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, à partir, parce que on va pas laisser le suspense grandir comme ça, mais bon, tout s'est pas aussi bien passé en fait dans cette expérience que tu l'avais imaginé. À partir de quel moment tu t'es dit c'est pas tout à fait ce que j'attendais? Eh bien, en fait, donc c'est vrai que je suis tombée un petit peu des nues, dans le sens où j'ai vu que mon travail amenait ses fruits, mais que voilà, au bout de 4-5 mois, alors c'est vrai que je me disais quand même, avec les 4000 flyers que j'ai distribués, pas avoir un appel, je trouvais quand même un petit peu bizarre. Et puis donc surtout, je commençais à me dire que en fait, on avait très peu de biens à la vente. Hein, puisque cet été, ça a été difficile pour tout le monde apparemment, c'est national. Oui, tout à fait, dans toutes les régions. Ouais. Voilà, donc bon, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est l'immobilier, c'est comme ça, voilà. Donc en attendant les jours meilleurs, comme on dit, bon, moi j'ai rien lâché, j'ai continué à justement, comme c'est une région, le sud, où c'est saisonnier, on a souvent les propriétaires qui viennent que à la belle saison. Donc je me suis dit que c'était l'occasion vraiment de pouvoir les rencontrer, hein, plutôt que se trouver face à des portes closes le reste de l'année. Donc j'ai saisi cette opportunité. Donc effectivement, j'ai vu beaucoup de choses. Après, donc j'ai le directeur de cette agence, il a donc un fils qui est marchand de biens. Et j'ai appris vraiment très très tardivement que en fait c'est son fils qui est marchand de biens, mais il y a que le nom de son fils. Mais le marchand de biens, c'était lui. Et donc bon, à ma 3e semaine quand j'ai intégré l'entreprise, j'avais une maison à la vente que j'ai fait visiter, et donc les clients ont mordu tout de suite. Ils ont adoré cette maison, et puis bon, voilà, ils voulaient me faire une proposition d'achat. Mais le problème, c'est que là déjà, j'ai eu la mauvaise surprise qu'ils me disent le vendeur n'est plus vendeur. Alors impossible de le joindre, puisque c'est pas moi qui ai rentré la maison. Donc c'était donc un mandat qui avait été rentré préalablement à ton arrivée, c'est ça? Oui, d'accord. Okay. Oui. Donc c'est une maison qui était en cours de construction, hein, donc elle est livrable, elle était livrable 5 mois après. Ouais. Mais n'empêche que voilà, soi-disant que le vendeur n'était plus vendeur. Donc après, comme c'était un très gros client, puisqu'il faisait pas mal de transactions de marchands de biens entre eux, donc il allait en tout cas pas le pénaliser de quoi que ce soit. Donc là, déjà, j'ai dû un petit peu me mettre en retrait, et première déception, et puis donc dire à mes clients, non, désolé, le vendeur n'est plus vendeur. Oui, mais c'est pas normal. Bon, c'est comme ça. Après, il faut être très pédagogue pour leur expliquer, et puis bon. Après, donc j'ai continué, et effectivement, il m'a assez vite amené à démarcher des personnes qui sont très aisées et qui ont beaucoup de terrain. Qui étaient vraiment, ça fait des années que tout le monde veut mettre la main sur ces terrains pour pouvoir construire des immeubles, notamment des promoteurs. Et donc, comme il a vu que j'avais une facilité de négociation et que je passais bien auprès de tout le monde, donc il m'a mis en avant pour que je puisse aller négocier des gros marchés.
donc qui tournait à des 2 millions, 2 millions 5, pour donc justement avoir cette opportunité de pouvoir le vendre à des promoteurs ou qu'il fasse lui-même à l'aide de petits promoteurs, donc la construction d'immeubles sur les terrains vacants. D'accord, ce qui était finalement là en plus une manière de renouer avec des choses que tu connaissais un peu. Complètement. Donc, je me suis investie dedans puisque lui, ne connaissant rien à tout ce qui est les normes, le PLU, enfin, donc, je l'ai beaucoup accompagné là-dessus. On a passé des journées, de nombreuses journées, donc à regarder tout ça, à voir le projet, qu'est-ce qui était constructible, qu'est-ce qui était faisable, pas faisable. Enfin voilà, donc jusqu'à aller solliciter des promoteurs. Donc voilà, donc ça et après. Dans l'attente de la signature, moi je continuais en parallèle de me développer. Une autre maison donc était rentrée, donc et là donc j'ai vu que ça faisait 1 mois et demi que cette maison était rentrée et que j'avais fait aucune visite et que les visites c'était plus le directeur d'agence qui les faisait et l'apprenti, on va dire, qui était chargé de la location, qui les faisait aussi. Donc, tu avais rentré un mandat, mais en définitive, tu ne récoltais pas le bénéfice de cette rentrée de mandat. C'est pas toi qui organisais derrière. Disons que non, c'est pas moi qui ai rentré le mandat. C'est pas moi qui ai rentré le mandat, mais par contre, je n'avais aucun appel ou aucun moyen d'avoir des clients. Pour faire les visites, puisque en fait on n'avait pas structuré, on va dire, des méthodes de travail. Forcément, la personne qui est en charge de la gestion, c'est elle qui répondait au téléphone en tout premier lieu. Et quand c'était des personnes qui demandaient à visiter cette maison, eh bien c'est elle qui retenait, on va dire, des rendez-vous pour elle-même, pour son compte à elle. Donc moi j'avais jamais accès, si tu veux, jamais accès donc aux clients, sauf ceux qui rentraient dans l'agence, mais c'était vraiment extrêmement rare, quoi. Les gens, ils voyaient l'annonce, ils appelaient, donc voilà. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver en me disant que c'était pas possible. Oui, parce qu'en plus, excuse-moi, je t'arrête, mais si j'ai bien suivi, la personne en définitive qui s'occupait d'organiser ces visites, c'est quelqu'un qui au départ était prévu pour de la gestion. Oui, mais bon, comme dans le cadre de ses études, elle doit aussi faire un petit peu de transactions. Voilà, donc elle ne pouvait pas, soi-disant, lui interdire. Mais en plus, donc elle faisait vraiment comme elle était prioritaire sur la prise de ligne téléphonique, donc elle faisait ses propres rendez-vous. Le problème s'est soulevé en fait, c'est quand elle a entendu, parce que c'était une personne qui n'était pas du tout intéressée par la transaction, elle voulait pas en faire du tout. Et quand elle a entendu un petit peu voilà les commissions que je pouvais toucher au cas où toutes les affaires que je négociais se faisaient, elle a commencé un petit peu à s'intéresser à la transaction. Et là, malheureusement, elle me détournait un petit peu donc les clients, quoi, les appels téléphoniques, voilà, jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte qu'elle avait pris un rendez-vous pour une prise de mandat d'une personne qui était dans une rue où j'avais boité la semaine d'avant, quoi. Donc d'accord. Voilà. Alors donc là l'été passe, j'imagine, donc tu commences à trouver l'organisation pas très conforme à ce que tu attendais, et puis en définitive tu te retrouves à travailler un petit peu en vain, quoi. Pas avoir de retour sur tous ces efforts accomplis pendant plusieurs mois. À quel moment tu décides, puisqu'en fait c'est ce qui va aboutir, tu vas souhaiter arrêter cette expérience, à quel moment tu te dis bon, je vais arrêter? Eh bien, donc c'était à la visite du dernier bien qu'ils avaient rentré de nouveau, donc un appartement, voilà, en plus avec une grosse fissure dans un mur. Enfin, moi j'ai trouvé quand même que c'était inquiétant. Surtout que s'il paraissait que c'était un mur porteur, donc mais personne s'en inquiétait, il y avait que moi qui m'en inquiétais. Et donc j'ai commencé un petit peu à demander d'avoir tous les papiers relatifs aussi bien à la copropriété,
au bien, quoi. Hein. Donc, et ça, je n'y avais pas droit. Ils me donnaient pas. En fait, je prenais uniquement le texte de l'annonce pour aller faire ma visite, et j'avais que ça. Tous les autres éléments, toutes les questions qu'ils me posaient, je n'avais pas de réponse puisque je n'avais eu aucun document entre les mains concernant le bien, malgré toutes mes demandes. Et ils me disaient que de toute façon, c'était pas la peine que je sache d'avance, puisque on pourrait leur envoyer, s'ils étaient intéressés, on pourrait tout leur envoyer par mail. Mais en attendant, moi, ça ne m'aidait pas pour faire la visite, parce que je faisais vraiment la visite à l'aveugle, et mis à part dire je ne sais pas, c'est tout ce que j'avais à la bouche, et c'était très frustrant pour moi, parce que on a l'impression de pas être professionnel, de pas amener des éléments de réponse aux personnes. Donc ces personnes étaient encore une fois, donc troisième visite, troisième offre d'achat. Donc ces personnes étaient intéressées, ils voulaient me faire une offre d'achat. Apparemment la fissure dans le mur, bon, ça les inquiétait pas plus que ça. Et donc ils devaient revendre leurs biens pour accéder à celui-ci. Mmh. Et quand je suis rentrée à l'agence, mon directeur d'agence m'a tout bonnement dit non, je refuse de prendre cette offre d'achat. Je lui ai dit mais en quel droit et pourquoi? Oui, parce que de toute façon ça sera jamais accepté, ça ne se fait plus, c'est has-been, donc voilà, c'est même pas la peine, tu perds ton temps, tu vas de toute façon les gens tu vas les faire espérer et puis toi tu vas travailler pour rien et puis parce que ça sera pas accepté. Alors bon, c'est à ce moment-là où je me suis dit entre ça et puis aussi donc c'est là où j'ai fait le point par rapport à toutes les affaires que j'avais négociées concernant les projets de construction d'immeubles. Je lui ai demandé, je lui ai dit oui, puis alors ça, comment ça se passe pour que je reçoive ma commission? Et il m'a dit non, de toute façon, moi là pour le moment il n'y a pas de commission à avoir puisque je l'ai fait acheter par la société marchand de biens de mon fils. Donc pour le moment ça m'appartient pas. Donc là, je me suis rendu compte vraiment en fait ce qui m'avait pris pour malheureusement une rabatteuse. Oui, en fait, sans tourner autour du pot, tu avais été utilisé. Voilà, complètement. Et puis que de toute façon, comme il y avait un conflit d'intérêts, puisque lui-même il était tout ce que je ramenais en fait, c'était des pour sa société de marchand de biens ou soit alors pour sa société à titre personnel ou pour son agence, moi j'avais que les miettes. Donc les miettes, j'avais rien quoi en fait. Donc voilà, en fait j'ai tout ce que j'aurais dû toucher en commission, comme il l'a acheté par une société externe, ça passait pas à travers l'agence, donc je pouvais pas prétendre de commission. Donc en fait, j'aurais continué à travailler dans l'espoir, parce qu'il me disait si, moi je vais faire une facture, ça sera tout, je vais faire une facture à l'agence, machin, et puis ça c'est là où tu toucheras ta commission. Mais j'aurais travaillé encore pour rien. Quoi. Oui, en plus c'était hypothétique comme promesse. Complètement, bien sûr. Ouais. C'est que des belles paroles, quoi. Donc là j'ai claqué la porte, quoi. Hein. J'ai dit là c'est terminé, j'en ai marre d'être utilisé. Et aussi ce que j'avais pas fait attention, c'est que tous les flyers que j'ai distribués, il y avait le numéro de téléphone de l'agence et le mien. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que j'avais une chance sur deux pour que les clients appellent l'agence et pas toi. Et pas moi, et du coup, que je vois pas. Et c'est pour ça que sur les 4000 flyers, j'ai eu aucun retour, parce que ça a été tout intercepté auparavant. Voilà. Donc, on est là, donc il y a rupture de ton contrat. Alors, tu as une clause de non-concurrence qui s'applique jusqu'à fin janvier, c'est ça? Voilà. Alors ça c'est pareil, ça je l'ai négocié de suite. Ouais. Au départ, tu l'avais négocié au départ, ouais. Voilà, parce que moi c'était 6 mois, normalement c'est 6 mois, et moi je lui ai dit non, moi c'est 3 mois à prendre ou à laisser. Donc il a fait un peu la grimace, mais il a mis 3 mois, et franchement je regrette pas parce que là ça m'aurait bloqué pendant trop longtemps et j'aurais pas pu renouveler, on va dire ce métier, en tant qu'agent co.
Ah oui, parce que quand on a une clause de non-concurrence à respecter, il faut aussi gagner sa vie en attendant, et ça peut devenir très compliqué. Voilà. Alors, je voulais juste revenir aussi sur un point par rapport à tout à l'heure, quand tu disais donc en tant que les CDI, ça n'existe pas. Alors c'est pareil. Beaucoup moins. Je dis pas que ça n'existe pas, mais beaucoup moins par rapport à une époque d'il y a encore une dizaine d'années. Oui, mais alors c'est très particulier, parce que quand on dit CDI, on a l'impression que on est salarié et on va toucher un salaire normal comme dans tous les emplois. Mais en fait, j'ai vu dans les agences, parce que CDI là-bas dans le sud, ils en font quand même pas mal, mais c'est traître parce que en fait le CDI c'est une avance sur salaire, voilà, une avance sur salaire, donc une avance sur commission en fait, voilà. Donc il donne un salaire tous les mois, mais par contre si on n'a pas effectué la commission, donc au bout de tant de temps, au bout de 6 mois, qui rembourse en fait tout ce qu'ils nous ont avancé, on doit le rembourser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on doit le rembourser? C'est-à-dire qu'il nous verse un salaire tous les mois, pendant 6 mois, et si on n'a pas fait de vente, on doit rembourser tout ce qui nous a été versé à l'agence. C'est une avance sur commission, ils appellent ça. De toute façon, moi je te rejoins sur un point, il n'y a pas dans l'absolu de statut meilleur que l'autre. Il y a des bons ou des mauvais contrats, voilà, que ce soit un contrat de travail ou un contrat d'agent commercial. Bon, voilà, on peut avoir de très bons contrats d'agents commerciaux, de mauvais contrats de travail, et inversement, ça effectivement. Alors, pour en revenir, donc, ça par contre on va pas en parler puisque c'est à venir. T'as des projets, je veux dire, enfin voilà, t'as des projets, une fois que ta clause de non-concurrence sera terminée. Quel bilan tu fais? Parce que c'est ça qui est intéressant maintenant, puis en plus, bon, on en a un petit peu discuté avant l'interview, t'es pas quelqu'un ni de revanchard, ni quoi que ce soit, et donc tu analyses les choses. Quel bilan tu fais de tout ça? Quelle erreur, selon toi, tu as accomplie et que tu ne referais pas? Alors le bilan, il est toujours positif, parce que forcément, quand on se donne la peine de travailler, on appréhende quand même le métier malgré tout, puisque c'est aller au devant des personnes, c'est de se développer, c'est d'essayer de comprendre les choses, de mettre en pratique ce qu'on a appris lors de la formation, donc de dégrossir vraiment la théorie en pratique. De bien connaître son secteur, même si c'est dans son secteur natal, mais de bien le connaître, parce qu'on connaît pas toujours tout, ça change tellement, il y a tellement de déménagements, donc ça nous permet vraiment de tisser aussi des liens avec les personnes de son secteur. Et on se rend compte, voilà, on a après une organisation qui se met en place, on voit comment on doit s'organiser. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus efficace, et surtout, on a la possibilité, comme moi j'ai eu fait, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas de bien à vendre pendant une période, de développer autre chose, comme moi j'ai développé avec des partenariats avec des promoteurs pour vendre des appartements sur plan. Donc j'ai eu la chance de pouvoir signer 3 partenariats avec 3 promoteurs différents, et d'aller donc faire visiter entre guillemets des appartements qui étaient en cours de construction. Donc bon, alors là c'est vrai que j'ai pas pu vendre parce que bon les appartements qui étaient proposés étaient mal placés pour certaines personnes, donc mais j'ai pas abouti à une vente. Mais en attendant, c'était très intéressant de voir qu'on pouvait se diversifier et faire autre chose, même si on n'avait pas forcément de bien à vendre. Ouais. Donc ça c'est le positif, c'est-à-dire le rodage d'une organisation, voilà. L'apprentissage d'une région, d'un marché, etc., des prises de contact, le développement du réseau, etc. Maintenant le négatif,
enfin négatifs, disons les points faibles de ce qui s'est passé pendant ces mois et ce qui, là, pour le coup, peut-être une ou des erreurs, selon toi, d'appréciation au départ sur cette relation avec cette agence. Qu'est-ce que tu ne referais pas? Ou alors, quelles précautions tu prendrais maintenant? Eh bien, ce que je referais pas, alors je peux rien regretter parce que j'ai fait un maximum pour cette agence, j'ai fait un maximum pour me développer. Après, je suis pas tombée avec les bonnes personnes, ma foi, ça arrive. Ça arrive. Donc voilà. Ouais. Je pense que ce que je referais pas, c'est d'être trop dire oui à tout, en fait, pour pouvoir y arriver. Je pense qu'il faut quand même donner des limites et surtout il faut jamais oublier qu'on est son propre patron. Donc j'allais y venir en fait, tu vois. On décide, ouais. On doit décider nous de notre organisation et surtout ce que je referai pas. Je crois que la seule erreur que je regrette vraiment, c'est d'avoir distribué ces flyers avec le numéro de téléphone de l'agence. Même si on est dans une agence, le conseil que je peux donner, c'est vraiment, c'est pas grave, tant pis, il faut sortir un petit peu de sous, mais se faire ses propres flyers avec son propre numéro de téléphone. Alors on est dans l'obligation, bien entendu, de mettre le nom de l'agence, ce qui est normal, que l'on représente, mais de mettre son propre numéro de téléphone et surtout, je pense que voilà, moi je me suis un petit peu bagarrée parce que ils étaient pas dans cette ouverture d'esprit. J'ai mis ma photo moi sur ma carte de visite et comme ça permet aux personnes, même si on laisse une carte de visite à quelqu'un ou dans une boîte aux lettres parce que on nous a demandé, la personne était dans son appartement, elle n'a pas pu descendre et puis elle nous autorise, et ça permet aux personnes après, quand ils nous voient dans la rue, de savoir qui nous sommes. Et ça permet déjà de familiariser avec notre visage. Donc, d'amener cet aspect déjà de confiance, de lien. Voilà. Moi, j'aurais jamais été distribué autant de flyers si j'avais su que vraiment il y avait la possibilité, et j'étais naïve pour le coup, qu'il y avait la possibilité qu'ils appellent plus facilement l'agence plutôt que mon numéro à moi. Voilà. Alors moi, j'appellerais pas ça de la naïveté parce que sincèrement, cette erreur d'appréciation que tu as faite, t'es pas la seule à l'avoir accomplie, qui consiste effectivement à ne pas prendre suffisamment conscience qu'on est déjà son propre patron avant de dépendre d'une agence et qu'en fait on est là pour développer son activité et de développer son réseau et sa clientèle. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as peut-être pas su, enfin, ça va venir, hein, mais c'est cette priorité qui n'a pas été suffisamment mise en avant, qui est pas évidente, parce que je pense que c'est un état d'esprit à acquérir et qui est pas nécessairement facile à avoir à l'esprit quand on commence ce type d'activité sous ce statut. Complètement. Après, voilà, moi j'avais fait le choix d'une agence pour être accompagnée, chose que je n'ai pas été accompagnée du tout. Donc j'ai été livrée par moi-même, hein, donc à tout gérer toute seule, à mener les actions toute seule, à faire des publicités, à essayer de développer l'image de l'agence justement par rapport à mes partenariats. Je disais comme ça, au moins même si on n'a pas de biens existants à vendre, on a au moins des projets, mais surtout on nous voit sur plusieurs communes, on voit le nom de l'agence, voilà. Et c'est vrai que c'est pareil sur les annonces. Je me suis bagarrée pour mettre mon numéro de téléphone parce qu'autrement c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas que mon numéro de téléphone soit mis, ils voulaient que ce soit que le numéro de l'agence. Donc voilà, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on est son propre patron et à partir du moment on a quand même des droits. C'est-à-dire que le droit de travailler et le droit de se développer et notre seul outil en fait pour travailler et se développer, c'est vraiment notre image, notre numéro de téléphone
et aussi donc tout ce qu'on développe auprès de la clientèle en réel, quoi, en allant à sa rencontre. Ouais. Est-ce que tu crois pas que après cette expérience, la prochaine fois que tu vas négocier en fait un contrat, que tu vas discuter la relation professionnelle que tu vas avoir avec une future agence, que tu vas pas poser davantage de questions sur comment les choses vont se faire au quotidien, comment les choses vont s'organiser, qui vont être les interlocuteurs, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, parce que tu as mis souvent en avant dans toute cette histoire que tu as racontée, en définitive, on a l'impression que dans cette agence, chacun faisait un petit peu les choses comme il en avait envie, de sa propre initiative, et sans que tout soit très très clair. Est-ce que ça va pas t'inciter à être, toi, à poser plus de questions? Complètement, parce que il y a des choses qui sont toutes bêtes, comme au mois d'août, le directeur et l'apprenti étaient en vacances. Je me suis retrouvée enfermée en dehors d'agence, puisque en tant qu'agent co, on n'a pas le droit d'avoir la clé de l'agence, puisque autrement ça serait du salariat déguisé. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses que je poserais comme question si justement mes conditions de travail, si j'ai accès donc aux documents relatifs au bien qui est à la vente, donc dans un on va dire un commun, un dossier commun que tout le monde puisse aller voir, et puis aussi voir un petit peu s'ils ont mis en place une stratégie, on va dire, pour que qu'il y ait une équitabilité dans la prise en fait des noms de personnes qui cherchent à la vente ou des personnes qui souhaitent confier le bien. Oui. Donc oui, dans l'organisation générale de l'entreprise, je poserais plus de questions et surtout bien regarder le contrat comme je l'ai fait. Ça m'éviterait beaucoup de soucis, quoi. Ouais, très bien. Virginie, on va arriver à la conclusion de cet entretien, qui a été long, mais alors vraiment je te remercie parce que ça aura permis d'aborder des points qu'en général tout le monde n'a pas envie d'aborder, voilà, parce que cette expérience, elle n'a pas été celle que tu imaginais au départ, donc t'as partagé ça en toute franchise, en toute sincérité et tout, et je trouve que je te remercie vraiment parce que ça va permettre en fait à d'autres de s'enrichir aussi de ta propre expérience en fait, donc voilà. Moi, il me reste à te souhaiter, mais j'en suis convaincu que ta route va continuer en fait en immobilier sans aucun souci. Moi, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Voilà. Alors, moi, je vais te demander peut-être un dernier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans cette activité. Tu lui dirais quoi? Qu'il ait confiance en lui, d'une part, et puis qu'il garde toujours cette positivité d'y arriver avec du travail au départ, bien se renseigner, intégrer une formation pour appréhender tous les points sensibles du métier et vraiment de s'accrocher parce que même 6 mois c'est pas assez en fait. Je pense qu'il faut bien 1 année pour commencer à avoir son réseau d'établis et commencer à prendre beaucoup de plaisir à travailler, à faire plaisir aux gens en fait qui souhaitent acquérir, aux personnes qui souhaitent acquérir, et puis toujours avoir la banane, la motivation, rien lâcher et pas baisser les bras au premier petit coup de Trafalgar. Des échecs, il y en aura toujours. Ça nous apprend à voir les choses différemment, ça nous apprend le métier et c'est comme ça qu'on se renforce et puis il faut se faire confiance et si on y croit, on y arrive. Bien. Merci Virginie, on va rester sur cette note extrêmement positive et je te souhaite bonne chance et à très bientôt. Merci beaucoup Eric de m'avoir écouté et j'espère avoir apporté un maximum de conseils pour les prochains et je leur souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Sans problème. Au revoir Virginie. Merci, au revoir Eric.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.